Eh bien, bonjour et bienvenue dans l'émission Le Grand Continent, enregistrée sur Euradio. Nous revenons toutes les 2 semaines sur des articles publiés dans le média Le Grand Continent, média accessible en ligne, www.legrandcontinent.eu. Nous allons aujourd'hui faire un focus sur la création du parquet européen, dont les activités viennent officiellement de débuter. Le parquet européen qui est entré donc en fonction ce mardi 1er juin. Il bouleverse certains aspects institutionnels et politiques au niveau européen sur lesquels nous allons revenir. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Frédéric Bab. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous. Alors, Monsieur Bab, vous êtes procureur européen désigné par la France et l'auteur d'un article intitulé «Le parquet européen sera-t-il un coup de poignard en plein cœur», publié donc récemment dans le Grand Continent. Comment cette initiative s'est-elle mise en place? Est-ce que c'est véritablement ce parquet européen l'aboutissement d'un long processus? Est-ce que vous diriez que c'est quand même un grand jour pour l'Europe? C'est sans aucun doute un grand jour pour l'Europe, parce que pour la première fois, nous aurons un ministère public européen, c'est-à-dire une autorité d'enquête et de poursuite européenne, qui travaillera évidemment en relation étroite avec les États membres, puisque les dossiers seront jugés par les juridictions des États membres, en tout cas des 22 pays qui participent au parquet européen. Mais tout ce travail d'enquête et de poursuite sera piloté au niveau européen avec des procureurs européens délégués dans les États membres qui conduiront les enquêtes sous l'autorité et en exécutant les instructions qui leur seront données par le niveau central à Luxembourg. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on fait ça? On fait ça parce que on pense que dans le champ de compétences du parquet européen, parce que c'est ça le point de départ, à quoi ça sert ce parquet européen? Ce parquet européen, il est destiné à renforcer la protection des intérêts financiers de l'Union européenne, c'est-à-dire le budget européen et la manière dont ce budget européen est utilisé et dépensé dans les États membres. Donc l'idée, c'est que cette protection soit renforcée. C'est d'autant plus nécessaire que vous savez qu'on vient d'adopter un plan de relance au niveau européen, 750 milliards d'euros. Ce sont des sommes considérables et donc il est nécessaire d'avoir une autorité de contrôle, une autorité de poursuite qui permette de poursuivre et de faire juger tous les abus, tous les détournements, tous les faits de corruption qui pourraient être commis au préjudice de l'Union européenne. Et puis, plus largement, il faut aussi avoir une autorité qui puisse contrôler la manière dont sont perçues les recettes budgétaires qui vont ensuite abonder le budget de l'Union européenne, et je pense en particulier aux droits de douane et à la TVA. Donc l'idée, c'est de renforcer cette protection en créant un parquet européen qui va à la fois permettre de porter une attention nouvelle sur tous ces détournements, toutes ces infractions qui peuvent être commises au préjudice du budget européen. Et puis aussi, un parquet européen, ça va permettre de renforcer, d'améliorer, de simplifier la coopération judiciaire entre les 22 pays qui vont participer ou qui participent à ce parquet européen. Monsieur Bab, il est doté de quels moyens ce parquet européen? J'imagine que c'est une très grande machinerie qui se met en place à Luxembourg. Alors, oui, évidemment, c'est un organe qui a une certaine complexité et qui nécessite des moyens de fonctionnement. Mais les moyens qui sont consacrés au parquet européen sont à peu près équivalents à ceux qui sont consacrés aujourd'hui à l'agence de coopération judiciaire Eurojust. Vous voyez, donc c'est évidemment des moyens importants, mais c'est pas un effort financier ou budgétaire démesuré par rapport à ce qui existe déjà. D'ailleurs, ce parquet européen, il va s'inscrire dans le paysage européen, dans cette organisation européenne qui s'est déjà mise en place avec donc Eurojust, qui est l'agence de coopération judiciaire en Europe,
et qui aidera le parquet européen à coopérer avec les quelques pays européens qui ne participent pas encore au parquet européen, et puis aussi avec ce qu'on appelle les pays tiers, c'est-à-dire les pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne. De même, ce parquet européen va travailler en relation étroite avec Europol. Europol qui est non pas un FBI européen comme on le croit parfois, mais une agence européenne spécialisée dans l'analyse criminelle, c'est-à-dire le recoupement des données au niveau européen et sur des volumes d'informations qui sont très importants. Et puis troisième chose, ce parquet européen, il va travailler avec l'Office de lutte antifraude de la Commission européenne, l'OLAF, qui, à son niveau, conduit déjà des enquêtes administratives sur toutes ces atteintes aux intérêts financiers de l'Union européenne qui seront à présent poursuivis par le parquet européen. Alors, monsieur Bab, cette naissance du parquet européen, elle a suscité des commentaires divers, des jugements que vous reprenez dans votre article, des critiques positives et aussi négatives. Lesquelles avez-vous retenu dans des mots assez simples pour les auditeurs qui sont parfois assez néophytes sur ces questions? Alors, la première critique qu'on peut nous adresser, c'est de dire que ce parquet européen, ça sera une sorte de machin supplémentaire. Vous voyez ce que je veux dire, pour reprendre la formule bien connue du général de Gaulle. La vérité, c'est que ce parquet européen, il se met en place au terme de tout un processus d'intégration et d'harmonisation européenne dans le domaine de la justice. Quand le parquet européen, cette première idée de parquet européen est formulée, on est en 1997. Et c'est Mireille Delmas-Marty qui dirige, professeur de droit français, éminent professeur de droit français, qui dirige une équipe d'experts européens qui a été chargée par la Commission européenne de réfléchir aux moyens de renforcer la protection des intérêts financiers de l'Union européenne. Et ce qu'elle va proposer, c'est pas des aménagements techniques ici ou là. Ce qu'elle propose, c'est déjà de renverser complètement la table et d'aller vers la création de cette autorité de poursuite européenne. À l'époque, ça peut apparaître comme un machin, parce qu'on en est encore au tout début de la coopération judiciaire en Europe. À ce moment-là, il n'y a pas encore de mandat d'arrêt européen. À ce moment-là, il n'y a pas encore l'agence Eurojust. À ce moment-là, il y a à peine l'agence Europol qui commence à peine à se mettre en place. Donc cette idée-là, elle peut paraître prématurée à l'époque. Mais 15 ans plus tard, alors que toute cette coopération judiciaire européenne s'est mise en place, vous savez qu'avec le mandat d'arrêt européen aujourd'hui, une autorité judiciaire allemande ou italienne peut faire arrêter directement un ressortissant français sur le territoire français. Donc on a atteint un niveau d'intégration très important au niveau de la justice qui était indispensable pour nous donner les moyens de lutter contre une délinquance qui devient elle aussi européenne et internationale, une délinquance transnationale. Et donc au terme de ce processus-là, le parquet européen, il trouve parfaitement sa place. Et encore une fois, l'objectif premier, il est de renforcer la protection des intérêts financiers de l'Union européenne. Travailler aujourd'hui, ce matin, j'ai participé à la première réunion d'une chambre permanente composée de 3 procureurs européens qui vont travailler dans des dossiers qui leur remontent des États membres et qui, dans ces dossiers, vont prendre toutes les grandes décisions d'action publique et principalement la décision finale sur l'exercice ou non des poursuites. Dans cette chambre permanente qui était présidée par un Italien, il y avait donc, moi j'y participais en tant que procureur européen français, et il y avait un procureur européen roumain. Les 2 dossiers qui nous étaient présentés par le procureur européen allemand. Tous ces gens-là ont l'habitude de la coopération judiciaire, ils l'ont pratiquée depuis de nombreuses années. La langue de travail qu'on a fixée entre nous est l'anglais et nous n'avons eu absolument aucune difficulté à travailler ensemble, à communiquer entre nous et à prendre
les premières décisions dans les dossiers qui nous étaient soumis. Vous voyez? Donc, ce qui peut apparaître comme quelque chose de très compliqué, en réalité, ne l'est pas tant que ça. Et je pense que le parquet européen, très vite, va démontrer son efficacité opérationnelle. Parce que c'est ça qui compte. Alors, Monsieur C'est ce que je Bable, dis dans mon article. Nous serons jugés sur nos résultats. Et pour dire les choses plus simplement, sur les montants détournés dont nous serons en mesure d'obtenir la restitution. alors, Monsieur Voilà. Bab, vous parlez justement de montants détournés. Est-ce qu'on a une idée assez précise de quel montant cela peut représenter la fraude en Europe chaque année? Les évaluations, c'est pour ça aussi qu'on a besoin d'un parquet européen. Parce que pour l'instant, les estimations sont extrêmement variables selon qu'elles sont faites soit par l'OLAF, soit par la Cour des comptes, soit par la Commission européenne. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de dire précisément quel est le montant des sommes détournées. Tout ce qu'on peut imaginer, c'est que c'est des montants très importants, mais nous n'en avons pas une vision aujourd'hui ni complète, ni suffisamment précise. Et ce que vous nous dites, c'est que le moment de mise en place de ce parquet européen, il est particulièrement opportun avec la mise en place de ce plan de relance qui devrait se chiffrer à près de 750 milliards d'euros, avec le risque de détournement qui augmente d'autant. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, il arrive au meilleur moment possible, ce parquet européen. Au moment, en effet, où on aura besoin d'être particulièrement vigilant sur la manière dont les fonds européens seront utilisés. Monsieur Bab, j'ai cité une phrase que vous avez mis en exergue dans votre article sur le grand continent. Vous dites indépendant parce qu'européen pourrait être la devise de ce nouvel organe judiciaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Ce que je vous ai dit à l'instant, l'exemple que je vous ai donné. Imaginons que la prochaine chambre permanente qui se réunira sera composée du procureur européen allemand, de la procureure européenne estonienne et de la procureure européenne autrichienne, et qu'ils seront saisis de 2 dossiers transmis par la France. Les 3 magistrats qui vont se prononcer sur ce dossier, évidemment, il aura été présenté par le procureur européen français, mais les 3 magistrats qui vont se prononcer dans ce dossier n'ont absolument aucun lien avec le pays dans lequel les faits ont été commis. Et de manière évidente, dans son organisation même, le parquet européen a tous les moyens d'être parfaitement indépendant à l'égard des pays et à l'égard des gouvernements des pays des États membres concernés par les enquêtes. C'est un point très important. De même, dans la manière dont ils sont nommés, le processus de nomination, les procureurs européens sont au départ proposés par leur pays, mais leur pays doit proposer une liste de 3 noms, et les 3 candidats ensuite sont entendus par un panel d'experts européens, 12 experts européens entièrement indépendants, qui vont se prononcer sur chaque candidature et qui vont établir un classement, 1, 2, 3, d'accord, en fonction des mérites. Et ce classement, en règle générale, est suivi ensuite par le Conseil Justice Affaires Intérieures, c'est-à-dire le Conseil des ministres au niveau européen, qui va nommer lui-même les procureurs européens. Donc, dans leur processus de nomination, ces procureurs européens qui sont nommés par une autorité politique européenne sont déjà détachés de leur État membre. Et ensuite, dans son fonctionnement interne, le parquet européen, lui aussi, est détaché de toute allégeance à l'égard des pays dans lesquels les enquêtes sont conduites. Et même pour les procureurs européens délégués, c'est-à-dire les correspondants du parquet européen dans les États membres, même s'ils sont proposés au départ par chaque pays, à la fin, leur candidature doit être validée par le collège des procureurs européens, c'est-à-dire, et il doit y avoir à la fin du processus de nomination une validation au niveau européen. Donc c'est pour ça que je dis que ce qui rend le parquet européen indépendant, c'est pas seulement que son indépendance est affirmée dans le règlement, c'est aussi dans son organisation et dans la manière dont ses membres ont été nommés. Merci, Monsieur Donc Bab. c'est parce qu'il est européen. Voilà.
Ça va être quoi très rapidement la journée type du procureur européen des délégués que vous êtes? Alors, moi, je suis procureur européen à Luxembourg. Pour moi, la journée type, ça va être participer à une chambre permanente pour suivre des dossiers qui nous ont été transmis, qui nous sont remontés par l'intermédiaire des procureurs européens délégués, les délégués qui sont les représentants du parquet européen dans les États membres. Ça va être peut-être un autre jour de présider une chambre permanente. Je suis à la fois membre d'une chambre permanente et président d'une autre chambre permanente. Ça va être aussi d'exercer une supervision sur les enquêtes qui sont conduites dans mon pays, qui sont conduites en France. Voilà ce que pourrait être une journée type du procureur européen. Donc, à la fois un travail au niveau central à Luxembourg et aussi des échanges, des contacts extrêmement réguliers avec les procureurs européens délégués au sujet des enquêtes qu'ils conduisent. Je vous remercie, Monsieur Bab. Une dernière question, si vous le voulez bien. Vous l'avez dit, il y a 22 États de l'Union européenne qui sont partie prenante de ce parquet européen. Il y en a donc 5 qui manquent à l'appel. Quelles sont les raisons pour lesquelles la Suède, l'Irlande, le Danemark, la Hongrie ou la Pologne n'en font pas partie? Et caressez-vous l'espoir que ces pays finissent par rejoindre la dynamique? Alors, les raisons pour lesquelles 5 pays, pour le moment, ne participent pas au parquet européen, elles sont diverses et ça dépend de la situation dans chaque pays. Vous avez des pays qui, dès le départ, avaient annoncé qu'ils ne participeraient pas au parquet européen. Par exemple, l'Irlande, le Danemark n'avaient pas souhaité y participer. Ils l'ont indiqué dès le départ. Et puis vous en avez d'autres qui ont participé à la négociation et qui seulement à la fin de la négociation ont fait savoir qu'ils ne souhaitaient pas entrer dans ce qu'on appelle une coopération renforcée, c'est-à-dire un cercle d'États membres qui acceptent de participer à l'instrument. Première chose, ces pays peuvent changer d'avis et il n'est pas impossible que par la suite, ils fassent le choix d'entrer à leur tour dans le parquet européen. Deuxième idée, ce qu'il faut voir, c'est pas le verre à moitié vide, c'est le verre à moitié plein. Parce que le parquet européen représente en lui-même un transfert de souveraineté. Ce sont toutes les prérogatives d'action publique des parquets qui ont été transférées du niveau national au niveau européen. Direction des enquêtes, exercice des poursuites. C'est quand même une décision très forte, très lourde de conséquences et qui politiquement n'est pas simple à prendre. Donc qu'il y ait déjà 22 pays européens qui aient accepté d'entrer dans le parquet européen, ce n'est pas un échec, c'est au contraire un très grand succès pour nous. Et ça nous donne la possibilité d'avoir une dimension suffisante pour véritablement pouvoir exercer notre mission au sein de l'Union européenne. Eh bien, je vous remercie très chaleureusement, Monsieur Bab, procureur européen désigné par la France au sein de ce nouveau parquet européen, d'être venu un petit peu nous expliciter le pourquoi de cette nouvelle institution et ses objectifs prioritaires. Je rappelle que vous avez récemment publié au sein du Grand Continent, www.legrandcontinent.eu, un article intitulé Le parquet européen sera-t-il un coup de poignard en plein cœur, pour les auditeurs qui souhaiteraient en savoir plus sur ce sujet. Et merci beaucoup. Et puis je vous laisse à votre travail qui doit être très très prenant, si proche de la date d'ouverture de ce nouveau parquet. Merci encore, Monsieur Bab. Merci à vous. Bonne soirée.